On ne peut pas aller à une élection ou bien un match de football où l'arbitre est à la fois entraîneur et la base de l'équipe. C'est pas possible. C'est pas possible. La CEI se comporte exactement comme une délégation de RHD. Comment peut-on penser sur l'instant que dans ce pays, on peut enlever Gbagbo, Gladys ne peut pas être candidat, Tidjane ne peut pas être candidat, Soro ne peut pas être candidat, et puis on dit que le pays va avoir la paix. Mais comment on peut penser à ça? Scientifiquement, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas avoir critiqué l'exclusion jusqu'à prendre des armes pour ces causes et venir aujourd'hui en être une chambre. Ce n'est pas possible. Et nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Et partout où nous sommes partis, que ce soit à l'ONU, que ce soit tous les rendez-vous, notre position a été claire. La Côte d'Ivoire ne veut plus de guerre et de violence. On ne peut pas avoir la violence à nos portes avec le djihadisme que les autres combattent avec détermination et puis à être insouciants chez nous, nous comporter et fragiliser la cohésion sociale. Mais si nous fragilisons cette cohésion sociale, nous ouvrons la porte à toutes les dérives, même y compris tous les dangers djihadistes. On ne peut pas se permettre ça. Mais en même temps, quand on nous demande qu'on aille à la paix, nous appelons au dialogue politique. Le président l'a dit dans sa décision de retrait, le PDCI l'a repris. Nous demandons le dialogue. Nous ne demandons rien. Nous demandons qu'on s'asseye, qu'on se parle. C'est le credo du président Laurent Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Et la politique, c'est toujours la recherche du compromis permanent. La stabilité politique repose sur la frayeur, sur l'intimidation, sur la violence de l'État. Elle ne tient jamais aussi longtemps qu'on le croit. Nous n'en voulons pas. Eux, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'est l'exil. Mais moi, j'ai vécu l'exil. Et je ne souhaite plus qu'un seul Ivoirien, y compris les pires adversaires, aille en exil. C'est pourquoi nous leur parlons. Tu vois, parce que nous avons peur. Hein? Mais il faut que nous sauvions ce pays-là. On doit leur parler. On doit leur parler. Que nous tous, on s'asseye derrière une table et on dit le pays, comment nous faisons avancer le pays pour le faire sortir de l'ornière. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas. Chers camarades, notre détermination pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat, elle est non négociable. Jamais. Jamais. C'est non négociable. Pourquoi c'est non négociable? Je l'ai dit la dernière fois dans ma tribune. Laurent Gbagbo ne peut pas être le souffle-douleur de la politique en Côte d'Ivoire. Jamais. Voici quelqu'un qui est constamment dans le combat. Chers amis, lui il connaît la haine. On n'en parle pas parce que parfois, pour ne pas exposer nos chefs, mais parfois on devait vous le dire. Notre président a passé 7 ans et demi, 8 ans dans une cellule d'à peine 9 mètres carrés. Évidemment, ça a laissé des traces. Le rhumatisme, le soir. Et c'est parce qu'on écoute avait raison de dire, ce n'est pas à nous, c'est bon, ils vont avoir honte.
ceux qui ont mis le président Laurent Gbagbo dans cette série, qui doivent avoir honte. 8 ans, je ne sais pas si vous connaissez 9 mètres carrés. C'est-à-dire 3 mètres sur 3 mètres. Il a son lit, les palais d'à côté. Comme les prisons, vous connaissez les prisons, parce que la CPI, je vous explique, quand le tribunal a été créé, il n'avait pas de prison. Ils ont négocié une aide d'une prison de la haine. Elle n'est pas comptée pour les présidents, c'était pas pour les bandits. C'est là-bas que le président a passé tout son temps. Pour des crimes qu'il n'a pas commis, à la fin, on lui dit, tu es acquitté. Il rentre dans son pays, le cœur blanc. Il va saluer le président Bédier. Et c'est normal parce que c'est l'aîné, c'est l'aîné des trois. Il va au palais présidentiel. Il dit à Ouattara, président Ouattara, Monsieur le Président de la République, y a-t-il meilleur acte d'ouverture d'esprit que ça? Venu de ses souffrances, il a refusé de s'enfermer dans les rancœurs et les sous-dimensions. Il a salué le président Ouattara. Et il a dit, Monsieur le Président de la République, ça veut dire que le président Gbagbo venait de reconnaître que Ouattara était président de la République. Peut-être c'est lui qui n'avait pas compris, le président Ouattara, lui n'a pas compris ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur-là fasse pour vous? Vous nous condamnez. Dites que nous, on a braqué la BCAO. Et le chef m'a dit c'était moi. Oui, puisque quand on condamne en procédure pénale, il y a tout celui qui a commis l'acte principalement qu'on appelle l'auteur principal, et celui qu'on appelle soit le co-auteur ou le complice, parce que c'est lui qui a donné les moyens pour que je commette l'acte. On me dit le président Gbagbo, en tant que président de la République, et moi, ministre, il m'a donné les instructions, je suis allé voler la BCAO, ainsi de suite, les banques, ainsi de suite. Donc c'est moi qui ai commis, qui suis censé avoir commis matériellement cet acte. Non seulement vous ouvrez un procès contre moi au Ghana, et on l'oublie, c'est le premier procès international que Ouattara a perdu. En extradition contre moi, le procès a duré 1 an. Sur cette affaire, le juge a dit, le 30 août 2013, on m'avait arrêté le 24 août 2012, et j'ai été libéré, enfin, le procès a été rendu le 30 août 2013. Acquitté. Ça fait 1 an. Et les juges sont arrivés à la conclusion que cette affaire est une affaire politique. Aucun vol n'a été commis. On voulait de moi pour les questions politiques. Moi, cependant, on ne pouvait pas m'extrader. On me laisse là-bas. On laisse le président Laurent Gbagbo en prison. Et puis, close case. Vous savez, les close case. Case close. Case close. Case close. Open case close. Et on se lève pour ça. Dans le dos. Par un tribunal qui n'a ni compétence pour ça. Et puis, vous le condamnez. Après, vous donnez une loi d'amnistie qui en droit veut dire tout simplement qu'on a effacé les faits. Et donc, vous effacez les faits. Et vous dites non, les faits là sont effacés pour que le monde se comprenne. Pourquoi? Question. Question. Pourquoi? On rentre au dialogue politique et on vous explique que c'était des irrégularités inacceptables. Il faut trouver une solution politique. Et la solution politique, c'était d'appliquer la loi d'amnistie. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, en droit américain, en procédure criminelle américaine, il est possible au procureur de demander
procès, un nouveau procès, lorsque des éléments nouveaux viennent et qui établissent qu'il y avait une erreur de jugement sur un procès précédent. En droit ivoirien, ça n'existe pas. C'est comme le droit français. La condamnation est définitive. Et comme vous-même vous savez qu'elle est fausse, on vous dit, venez loi d'amnistie, il faut effacer. Vous dites non, non. Et puis nous, un matin, on est là, tu dis, on vous avait une grâce. Mais nous, on n'a pas demandé la grâce. Parce qu'on vous explique, la grâce, c'est tout simplement une mesure de clémence de l'exécutif, du président, qui dit, bon, toi qui as commis un crime, tu m'as demandé pardon, je te dispense de l'exécution de la sentence. Mais c'est marqué dans ton casier judiciaire. Mais nous, on n'a pas demandé ça. On n'est pas d'accord. On s'en va à un cours africain des droits de l'homme qui nous donne raison. On dit d'appliquer, lui, il n'applique pas. Bon, on n'a qu'à faire quoi? Vous et vous, on n'a qu'à faire quoi? Donc on va s'asseoir et puis après vous applaudir. On ne peut pas vous applaudir pour ça. Si nous sommes ici et puis je jette une pièce de 100 francs, c'est pas. Je me pose une confusion. Et que je mets mon pied là-dessus. Et puis je dis, cherchons la pièce. Oui, bon. Monsieur Lola, vous allez chercher. Je mets mon pied là-dessus. Mais vous ne trouverez jamais cet argent tant que je ne mets pas le pied. On ne peut pas dire, annoncer la réconciliation, nous voulons la paix. Et chaque jour, produit des actes qui vont contre la paix. Vous-même, finalement, dans la loi des finances de cette année, vous-même, vous reconnaissez par cette loi que l'argent pour lequel vous dites que nous sommes, l'argent que nous aurions volé, que c'était des salaires pour la payer. C'est écrit noir sur blanc dans la loi fiscale cette année par la loi. Donc, on n'a pas vraiment voulu qu'on fait quoi. Ça veut dire quoi? Quand même, ouais. Donc, vous voyez un peu la situation du pays. Babo dit quand même, ouais. Mais ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Je continue de croire, et nous sommes nombreux, que la sagesse va animer les uns et les autres. Nous, jamais nous ne serons à l'initiative d'une violence contre notre pays. Jamais. Ce n'est pas dans notre culture politique. Et je ne peux pas vous encourager pour ça. Mais notre détermination et tout ce que nous aurons à faire conformément à la loi, nous le ferons pour rétablir le gouvernement pour le pouvoir. Et comme lui-même, il dit, on va, je vais même empêcher mon séjour pour ça. On va, il y a une communauté centrale qui va être convoquée et les mots d'ordre vont être donnés. Si on va dormir dehors, on va dormir dehors. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Et rassurez-vous, nous sommes capables de gagner des luttes et nous avons déjà démontré des luttes par notre verbe et par notre détermination. Et nous allons continuer. Sans recul. Je voudrais dire ici qu'au PPACI, il n'y a pas de plan B chez nous. Il n'y a pas de plan B chez nous. Du plan A au plan Z, c'est le moment d'amour. On ne peut pas accepter ça. We can't stand it. Never.
Il faut qu'effectivement nous évoluions. Alors, quel est votre rôle, la diaspora? Chers amis, voyez-vous, selon vous, qu'est-ce qui fait la force d'Israël? Ce n'est pas les 6 millions d'Israéliens qui sont en Israël qui font la force d'Israël. C'est la diaspora. Qu'est-ce qui a fait la force de la Chine? C'est d'abord la diaspora. Même les Libanais. Dans notre parti, nous comptons beaucoup sur vous. Le président Laurent Gbagbo compte beaucoup sur vous. D'abord, pour la session au pouvoir, ici pour avancer le pays. Parce que le pays, là, on ne sait pas dans quel état il faut le laisser. Nous sommes déjà à 35 000 milliards de francs CFA. Tout nous échappe. Nous n'avons aucun système bancaire qui nous soit propre. Vous savez, moi quand je vais dans les pays, j'observe. J'ai vu même comme New Jersey, c'est-à-dire que chaque État, il y a les banques nationales, il y a les grandes banques, mais chaque État a une banque. Parce qu'il n'est pas possible dans notre économie moderne de construire une économie forte si nous n'avons pas un système bancaire qui nous accompagne. C'est clair. Nous avons un système bancaire qui est contrôlé de l'extérieur, vous ne le faites pas ça. Nous voulons changer les choses. Et toutes nos idées se trouvent dans ça. Voici le livre programme gouvernement, le projet de livre programme gouvernement. Enfin. Vous en avez la primeur. L'éditeur a bien fait la première maquette, il me l'a envoyé, je ne dors pas. Je suis en train de corriger. Parce qu'il va sortir absolument au plus tard en fin mai. Je vous inviterai que chacun puisse s'en procurer. Et déjà, vous avez toutes les idées du président Laurent Gbagbo pour renaître la Côte d'Ivoire. Et le titre, mon offre politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et quand vous, la diaspora, vous aurez lu, vous aurez compris que nous comptons beaucoup sur vous. Déjà, nous proposons déjà que l'Assemblée nationale, qu'il y ait des élus qui représentent la diaspora. Combien ils seront? Est-ce qu'ils seront 5? Est-ce qu'on les prendra un par continent? Les modalités, on ne sait pas encore. Mais le président Laurent Gbagbo veut que la diaspora soit présente et qu'elle joue un rôle dans notre vie politique et économique. On va prendre le contrôle de nos banques. Et l'une des grandes propositions de son excellence du président Laurent Gbagbo, pour que vous puissiez participer au financement de l'économie, c'est que les banques nationales, celles que nous avons créées, qui sont les banques ivoiriennes, nous allons en faire en sorte qu'elles puissent avoir des guichets un peu partout sur les pays, sur notre diaspora, pour que vous puissiez déposer vos dollars là-bas. Et quand vous avez envie de construire une maison au pays, au lieu de donner à votre cousin qui dit j'ai fini de construire, puis tu arrives, il n'y a rien, c'est votre banque qui vous fait ça. Comment capter une partie de l'épargne de la diaspora? C'est comme ça que les Arabes fonctionnent. C'est comme ça les Chinois fonctionnent. C'est comme ça les Juifs fonctionnent. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner pour sauver l'Afrique. Nous l'avons écouté. Le président Laurent Gbagbo a toute sa tête en place et il sait où il s'en va.
Ce sont ces idées qui sont transmises ici. C'est un génie. Mais pour le moment, en attendant, on a besoin de votre mobilisation. Vous savez, la dernière fois que j'étais au Ghana, j'ai présenté le parti à une rencontre des partis politiques d'Afrique de l'Ouest au Ghana, d'Afrique de façon générale. Et le président Mahama, président du Ghana, a pris la parole et il parlait des partis politiques. Il dit l'un des problèmes que nous avons dans les partis politiques, c'est que les militants, c'est-à-dire nos partis, pour aller aux élections, on se fait financer par des privés, c'est-à-dire des sectes. Mais quand ils disent de te financer, tu en deviens un esclave. Tu deviens un esclave. Les intérêts sont high. C'est pourquoi vous voyez que les pays comme les États-Unis légifèrent pour ne pas qu'il y ait des dons qui dépassent un certain montant, pour ne pas que celui qui est élu se sente prisonnier d'un groupe. Parce que si vous êtes prisonnier, si moi je vais aux élections, on me dit qu'il me faut 5 milliards, on n'en a pas. Et puis il y a 2 ou 3 Libanais qui me disent, mais quand il est fini, tous les marchés de la Côte d'Ivoire, nous aurons besoin de vous. C'est Jack qui va manger. De votre mobilisation comme pour toujours. Votre rôle est important. Camarades représentants, le président exécutif certainement vous appellera. Nous allons rentrer dans une bataille qui aura besoin de moyens financiers, qui aura besoin de votre idée, de votre détermination. Parce que nous savons, au-delà des moyens financiers, quand vous êtes ici, celui qui est le Tipa, celui qui est ici, quand il parle à Tipa, le nom de course. Les gens l'écoutent. Celui qui est le chronoflare, le même quand il est ici, le chronoflare, quand il est ici, il parle des gens du chronoflare, l'écoute. Non seulement on nous a besoin de votre mobilisation pour nous accompagner ce combat dans la lutte politique, qui est très difficile. Vous savez, et Dieu merci, on a un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais je vous l'ai dit, on ne peut pas depuis 89. Je vous le dis, il a 2 qualités que moi-même je cherche pour chercher. Qui peut trouver ces qualités-là? Je n'en trouve pas. Parce que moi-même je ne peux pas. Il a un rapport clair avec l'argent. Vous avez déjà vu un président, il faut le savoir, conseiller municipal en Côte d'Ivoire, 10 ans, il s'en va au procès et on le déclare indigent, c'est-à-dire pauvre. Et il a assisté. Donc nous là, on n'a pas voulu l'argent, on n'en a pas. Et parce qu'on n'en a pas que notre parti, on peut parler peu et fort. Moi, chaque matin je me lève, je parle fort, je parle haut, je n'ai pas peur parce que je n'ai jamais voulu l'argent. Mais c'est quand tu as pris un peu que tu deviens esclave. Bobo. On a besoin de votre détermination. Le président exécutif du parti, certainement, vous sollicitera encore pour d'autres choses. Nous vous demandons, vous avez vu toute cette mobilisation aujourd'hui à Ghana. Ils sont des millions d'Ivoiriens qui comptent que ce régime la change en Côte d'Ivoire. Ils sont des millions d'Africains qui pensent que la Côte d'Ivoire, elle doit être la porte par laquelle doit se faire la libération totale de l'Afrique. Et qui croient en nous. Quand moi je passe et que déjà, monsieur le ministre, partout, les gens, monsieur le ministre, ce n'est pas pour les candidats. C'est parce que je suis quelqu'un qui
incarne l'espoir de millions et de millions de personnes qui sont fatiguées d'un ordre et qui veulent en sortir. Votre rôle votre rôle est déterminant. Prenez ça au sérieux. C'est pourquoi je vais enfoncer ce qu'il a dit tout à l'heure. Chers amis, quand on a une lutte politique, évitons de nous déchirer entre nous. Au moins, quand j'écoute, j'entends beaucoup. Il y a des propos qui ne peuvent pas se dire entre camarades. Quand le président Laurent Gbagbo a signé, il dit que telle personne qui est, moi j'ai choisi, moi connais Katina, je marque dans ça. Autrement, je suis le président de CSP. Vous connaissez les membres de CSP? Mon chef sur l'honneur efficace, c'est le plus petit, le plus jeune que moi. C'est lui sur lequel je peux crier. Mais les autres là, ah, ça, tu ne peux pas t'amuser. C'est Yabi qui m'a envoyé pour FPI. Yabi est membre de CSP. Il est mon adjoint. Vous pensez que j'ai parlé à Yabi comme ça? Ah non, Babo m'a dit, non. Kokora, il est membre de CSP. Akou Laurent, il est membre de CSP. Lida Kwasi, Odès Soye, Madame Odès. Quand tu as fini de voir ça, on ne va pas comme ça. Parce que ce sont mes maîtres. Ils m'ont formé. Et je viens d'une société initiative où chez nous le maître, c'est le maître à vie. Absolument. Mais il me respecte. Il me respecte. Pourquoi il me respecte? À cause de la signature du président de l'Andorre. Et là, il peut m'appeler la nuit, m'insulter proprement et puis il ne va pas me faire ça comme chef. Je vais l'attendre. Ils ne le font pas. C'est un respect pour le président de l'Andorre. Donc, tous ceux qui ont la signature du président de l'Andorre méritent ce respect-là, parce que ce n'est pas cette personne qui va dire le président de l'Andorre. Je vous invite à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Tu es dans ta propre maison, tu es couché dedans, que tu as compté un matin, quelqu'un de dit assis sur ça. Mais c'est commun. C'est aux États-Unis hier que nous avons eu encore le ministre Kone Katina. Le PPACI ne reste pas tranquille. Le PPACI est sur tous les fronts. Et le ministre Katina nous a passé encore hier un message très important. Lui, à l'heure actuelle, en tournée en Amérique, pour PPACI États-Unis d'Amérique, le PPACI ne veut pas rater un seul pays favorable, n'est-ce pas, comme ça, à avoir la majorité au niveau des élections présidentielles. Bon, les gars, il faut qu'on dise quelque chose aux gens du RHDP. Vous dites que vous n'avez pas peur. Vous dites qu'en réalité, le monsieur ne pèse absolument rien. Ça, nous avons compris et nous l'avons toujours compris. Mais voyez-vous, vous êtes les mêmes qui avaient tout fait pour que ce monsieur ne rentre pas dans son pays. Vous êtes les mêmes qui avaient tout fait pour qu'il n'ait pas un passeport, même ordinaire. Vous êtes les mêmes aujourd'hui qui l'avaient condamné à 20 ans d'emprisonnement, mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, vous ne l'avez pas arrêté. Preuve que c'était une condamnation politique. Parce que si vous me condamnez à 20 ans et que je rentre, la première des choses qu'il faut faire, c'est m'arrêter à l'aéroport, comme vous faites par exemple avec les blogueurs. À chaque fois qu'un blogueur est accusé et qu'il y a déjà une plainte sur lui, dès que ses pieds touchent l'aéroport d'Abidjan, tout de suite il se fait arrêter. Il se fait appréhender. Quelques temps plus tard, on comprend qu'il est déjà en prison. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Il a même eu une haie d'ovation. Il a même eu le pavillon présidentiel qui lui était réservé. Il a même eu un planning de route jusqu'où il devait faire pour arriver à son siège. Vous avez clairement privilégié, c'est-à-dire tout pour qu'il arrive bien.
Et ça, ce n'est pas quand même le braqueur. Quelqu'un qui a cassé et détourné des milliards et des milliards de francs de toute la CEDEAO, c'est lui que vous avez traité comme ça. Et ensuite, il est arrivé et vous avez décidé de gracier celui-ci. Mais pour gracier le président, il fallait déjà l'arrêter, le mettre en prison. Non, vous ne l'avez pas fait. Parce que votre condamnation était politique. Et en réalité, en graciant ce monsieur, vous avez voulu faire croire aux populations que la rencontre du président Gbagbo et Alassane Ouattara était une rencontre de pardon. Et que le président lui avait demandé pardon, c'est pourquoi M. Ouattara l'accordait dans sa grâce présidentielle. Alors que le monsieur, lui, n'avait jamais demandé un pardon. L'unique chose qu'il a toujours demandé, c'était la libération des prisonniers politiques. D'ailleurs, il n'a même rien demandé sur son cas. Parce qu'il sait que son cas est un cas politique et ce cas-là sera réglé. Il n'est pas venu vous supplier de faire une doléance. Non, il n'a rien demandé du tout. Il n'a pas braqué de banque. Donc, pourquoi il serait donc arrêté et condamné? Et si c'était vrai, il aurait été arrêté dès son arrivée. Donc, le président Laurent Gbagbo est serein et c'est vous qui dites qu'il ne pèse pas politiquement en Côte d'Ivoire, mais vous êtes aussi les mêmes qui avaient peur de mettre son nom dans les listes électorales. Donc, moi, je me pose simplement la question. Depuis quand on a peur de se battre avec celui qui est moins fort que nous? Souvent, c'est celui qui est moins fort qui a peur du plus fort. Donc, je suis étonné. Si vous êtes vraiment fort, affrontons le monsieur puis on va quitter ici.